Europe 1, le Club Euro 2012. Le Club Euro 2012, Laurent Guimier. Bonsoir, alors le monsieur qui parle c'est Giroud comme tous les soirs, mais vous savez ici c'est le club, on est des copains, des copines, on se parle entre nous, donc voilà, l'émission commence mais on se parle avant et on se parle après. On continue l'histoire. Non bah alors avec plaisir, si vous le permettez, Guy, si vous le permettez, je vais présenter un tout petit peu l'émission et puis après vous faites ce que vous voulez, hein, comme tous les soirs, tout va bien. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans le Club Euro 2012 tous les soirs, 3 heures d'infos, de débats sur les matchs du jour, les Bleus, encore, un peu, et sur la culture foot. Et quand il n'y a pas de match comme ce soir, on va passer du bon temps en fouillant un tout petit peu dans nos mémoires. Vous allez voir parce qu'on a d'anciens footballeurs qui nous rejoindront tout au cours de la soirée pour parler des Bleus d'aujourd'hui. Autour de moi, comme tous les soirs, mes copains Guy Birembaum. Bonsoir Guy. Bonsoir Laurent, bonsoir les supportrices et les supporters. Bonsoir David Abiker. Un peu pensif David ce soir, nostalgique sans doute de l'Ukraine. Ah oui ça. Oui. Et Lise Pressac, la voix des supporters et des internautes. Bonsoir Lise. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Pour participer, vous nous appelez comme d'habitude, c'est le 39 21, 34 centimes d'euros la minute, ou vous nous laissez un message sur Facebook, sur Twitter ou sur europe1.fr. Je vous l'avais promis hier soir, émission spéciale ce soir, les 7 péchés capitaux de l'équipe de France. C'est le bon moment sans doute pour ouvrir le dossier alors que les larmes des derniers supporters sont en train de sécher et que la colère des 60 millions de sélectionneurs français ne fait que commencer. Les Bleus ajoutent maintenant la défaite au déshonneur de comportement limite depuis finalement 2006, disent certains, avec le coup de boule de Zizou. 3 heures pour comprendre ce qui se passe dans le foot français, 3 heures pour débattre tous ensemble, avec vous aussi qui nous écoutez, de ce qu'il va falloir changer si on veut tuer pour de bon ces fantômes qui s'accumulent dans nos mémoires. Avec Giroud, mais vous l'avez déjà entendu. Rebonsoir Guy. Bonsoir. Et pas mal d'invités qui sont déjà là, qui vont arriver au cours de l'émission. 3 grandes questions ce soir. L'exemplarité des grands joueurs a-t-elle volé en éclats? Quelles répercussions chez les amateurs et dans les clubs de jeunes? On va en parler tout de suite. 21h, où sont les bugs dans la formation des joueurs? Et puis, après 22h, on portera un regard sur cette exception française dont on se passerait bien. Comment la presse étrangère nous juge-t-elle? Et pourquoi les Italiens, les Espagnols et les Allemands semblent avoir réglé ces problèmes? On en parlera avec nos chroniqueurs et puis un invité exceptionnel qui arrivera vers 9h. C'est un cinéaste fan de foot, Fabien Antoniente. Vous connaissez, réalisateur de Camping, de Jet Set et puis de 3-0 en 2002, c'est-à-dire il y a 10 ans, un film sur le monde du football justement où on parlait d'argent, où on parlait de vulgarité, on parlait de sexe, enfin on parlait de plein de choses. De football, quoi. Et un tout petit peu de football aussi. Allez, Club Euro avec les dernières infos en tribune de Dominique Bressot à 20h30. Bienvenue chez vous, bienvenue dans le Club Euro, ça commence tout de suite. Europe 1, le Club Euro 2012. Laurent Guimier. Alors l'exemplarité oubliée, envolée des joueurs de l'équipe de France a-t-elle des répercussions dans l'ensemble du football français? On va en parler déjà avec 2 invités qui nous ont rejoints en compagnie de David, de Guy, de Guy Birembaum et de Giroud et de Lise Pressac. Ça va, tout le monde suit, tout va bien? Monsieur Stéphane Truchy, président du directoire de l'IFOP et en l'occurrence entraîneur d'un club de jeunes dans le 7e. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et Arash de Ambarche, qui est dirigeant d'un club de foot à Courbevoie et qui passe beaucoup de temps avec les jeunes le week-end, hein, sur Twitter. On l'a vu le week-end dernier, c'était la fête du club, je crois. La fête du club de Courbevoie, bonjour Laurent. Bonjour. Alors on va parler ensemble des répercussions éventuelles que l'on pressent, nous d'ici, et puis pour voir aussi par rapport à 2010 si il s'était passé des choses dans le football français. Première question, tiens, Arash, est-ce que à la fête des jeunes de Courbevoie samedi et dimanche, on a parlé de ce qui s'est passé autour des Bleus? En fait, c'était le samedi, donc le match France-Espagne était le soir même. Tout le monde avait hâte de voir ce match. Tous les petits jeunes voulaient voir ce match. Tous les petits jeunes de 5 à 10, 11, 12, 13, 14 ans. Et tout le monde voulait voir la prestation des Bleus. Si vous voulez, l'équipe de France, c'est transgénérationnel. Tout le monde s'approprie l'équipe de France parce que c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde. Elle nous appartient, l'équipe de France. Absolument, qui fait rêver tout le monde. Lorsque l'équipe de France perd, c'est une chose, tout le monde est triste. Mais lorsque les joueurs se comportent mal, on est indigné. Et les jeunes en premier, qui n'ont pas cet exemple du haut. Parce qu'aujourd'hui, la France est pyramidale. L'exemple vient du haut. Et lorsque vous avez des joueurs qui sont exemplaires, qui se comportent pas bien pour X, Y, Z raison, je pense qu'on va pouvoir développer ce soir avec quelqu'un comme Giroud. Ah oui, Guy va forcément un avis sur la question. Ces jeunes derrière ont un mauvais impact. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais moi-même jeune joueur, j'avais été remplacé, j'avais jeté mon maillot par terre parce que j'avais copié sur un joueur qui avait joué à l'époque à Auxerre. C'était Eric Cantona. Oh. Il avait jeté son maillot et moi je voulais faire comme lui.
Je me suis dit, ça fait bien de faire comme Cantona, je jette mon maillot. Le problème, c'est que cette ligne jaune est devenue une ligne rouge et qu'aujourd'hui, les jeunes préfèrent aujourd'hui insulter et dire les insultes qu'on a entendues samedi soir. C'est juste en fait des exemples que les petits jeunes vont pouvoir s'approprier et redire eux-mêmes. Mais au-delà de ce que vous dites, vous l'entendez vraiment? Est-ce que Stéphane Truchy, c'est des choses qui se développent? C'est pas un phénomène nouveau. Le foot, c'est un espace d'expression de la société, donc ça fait quand même des années qu'on constate que tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui finalement... le foot, c'est un terrain d'expression. Il y a de la violence, c'est un lieu de rencontre sociale, c'est un lieu de rencontre communautaire, et toutes les tensions qu'on a dans le quotidien, on les ressent, nous, le dimanche après-midi sur les stades de foot. C'est pas nouveau. Alors après que, effectivement, aujourd'hui, les choses se durcissent, qu'on ait de plus en plus de difficultés à gérer parce que c'est monté d'un cran. C'est monté d'un cran même chez les petits. Et je vous dis pas quand on arrive sur les catégories plus compliquées, comme les 17 ans, les U19, hein, c'était compliqué. Là, on entre dans une autre sphère de violence verbale et physique. Et c'est vrai que le contre-exemple, qui est aujourd'hui systématiquement perçu, ressenti et appliqué comme un modèle, ce modèle qui est devenu un anti-modèle, eh ben il nous encombre. Non, ça facilite pas les choses, hein, parce que vous pouvez pas dire, regardez, si tu veux réussir comme machin, il faut que tu te comportes différemment. C'est ça en fait que vous dites. Oui, parce que la réussite sociale c'est une chose, gagner de l'argent c'est une chose, mais la réussite du modèle du héros footballeur, il est où ce héros footballeur aujourd'hui? Comment on s'identifie? À qui aujourd'hui peut-on s'identifier en équipe de France? Quel est le joueur aujourd'hui qui est un modèle d'identification? Comme l'a été Zidane, comme chaque génération a eu ce modèle. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle. Ouais, mais en même temps, entre Platini et Zidane, il y a eu quelques creux dans les générations, et je sais pas moi, quand Platini est parti en retraite, il y a eu Cantona. Oui, il y a eu Cantona. Ah, Cantona, justement. Est-ce que c'était un héros auquel il fallait s'identifier, Giroud? C'était un peu ambivalent, quand même. Cantona, c'est un extraterrestre. Ah, bon. Mais on aime les super-héros, remarquez. C'est un garçon sans nul autre pareil, qui a un talent extraordinaire dans le football, dans la comédie, dans le business, dans la créativité, associé à une violence possible à n'importe quel moment. Et évidemment, quand vous avez à contrôler, moi je l'ai eu 7 ans. Je dis toujours, on m'a décoré un jour ou 2 fois, j'ai dit, je l'ai vraiment mérité parce que j'ai eu Cantona 7 ans. Il n'y a que sa mère qui l'a eu plus que moi. Vraiment. Mais bientôt, par contre... Bientôt sa femme. Je continue. Non, parce que ça fait pas 7 ans. Mais ça viendra. Il calcule, hein. Attention. Oui, parce que le record va-t-il être battu. Mais par exemple, j'étais le voir dans sa première pièce au Petit Théâtre Marigny. Il était fantastique. C'était un texte difficile. On aurait dit Rému. Et à l'école, c'était un élève moyen, y compris en français. Alors sur le plan moral, il était capable de gestes extraordinaires, et puis de temps en temps de mettre un coup de talon à un Anglais. Bon. Si je comprends bien, la violence potentielle contrecarrée ou plutôt remplacée par le génie, ou excusée un poil par le génie. David, tu voulais parler? Oui, je voulais juste dire quelque chose au sujet des enfants, du football et de la question de l'exemplarité. Ce qui se passe à la tête de l'équipe de France va rejaillir comme une cascade sur les fédérations, les clubs où on entraîne les enfants. Et il faut rappeler pour nos auditeurs qui suivent pas tout ça, mais c'est que en contrepartie de la starisation de l'équipe de France et de la toute-puissance de la Fédération française de football, il y a des attentes très fortes des acteurs publics en matière de formation et d'éducation par le football. Et j'ajoute une chose, c'est que non seulement il y a crise de l'exemplarité dans le football, mais dans toute la société française, mais en plus, le football français sera comptable de son échec éducatif ailleurs que dans les valeurs du football sur le terrain avec les enfants. Et ensuite, question à je vais faire l'avocat du diable. Je suis d'accord avec ce que j'entends, notamment avec ce qu'a dit Monsieur Truchy, mais attention, faut pas renverser complètement et se gourer. Je veux dire, cette violence, elle vient pas du football. Je veux dire, c'est ce qu'il a dit, hein. Tout à fait. Il a dit que le football reflétait ce qu'il y avait dans la société. Mais c'est exactement pourquoi je dis que je vais exactement dans son sens. Ouais. Voilà, faut pas inverser la problématique. Je veux dire, c'est pas l'exemple des footballeurs qui va faire que les mômes se comportent pas très bien. Il suffit de se balader. Mais on aimerait qu'il soit un contre-exemple. On aimerait qu'il soit un contre-exemple, mais c'est un peu plus compliqué que ça, d'autant plus qu'ils viennent de là, donc c'est normal qu'il soit comme ça. Stéphane Truchy. Oui, je voudrais dire que quand même, pour reprendre l'exemple du héros ou du contre-héros,
mot. Vous parliez de Cantona tout à l'heure, Guy. On pardonne à Cantona parce qu'il a été exemplaire dans sa carrière de joueur. On pardonne le coup de tête de Zidane parce que avant 2006 et après 2006, il a manifesté une attitude sportive et d'homme incomparable. On peut pas dire la même chose aujourd'hui où, quand on n'a rien prouvé footballistiquement ou quasiment rien, on impose un style de comportement qui est très critique. Ça pose la question quand même de jusqu'où peut-on aller sur le curseur du comportement quand on n'a pas véritablement la légitimité de dépasser la frontière. Guy va parler de McEnroe, Non, on va rester dans le football, les amis. Mais sur l'exemplarité, McEnroe a fait une carrière en termes d'exemplarité, de comportement tout à fait détestable. Il était génial, on lui a tout pardonné. Oui, il a gagné. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est avec une équipe qui se comporte mal et qui ne gagne pas. C'est ça aussi. Qui suit une équipe qui a beaucoup gagné en se comportant bien. Pardon de revenir là-dessus, mais dès le départ, quand on a discuté dans cette émission, dès le premier soir, dès le premier match de l'équipe de France, des premiers propos de Samir Nasri, on a tous été, je me souviens très bien, le tour de table était étonné des réponses de Laurent Blanc qui disait c'est le problème du joueur avec la presse. Le poisson pourrit par la tête. Et la tête, en l'occurrence, elle s'appelle Laurent Blanc et c'était à lui. Alors ça, c'est autre chose. Mais c'est la responsabilité de Laurent Blanc que tu... mais c'est un vrai problème. Guy, et puis ensuite, on va marquer une première pause. Bon, je reste dans le sujet. Dès qu'on parle de Laurent Blanc, Guy arrive. La responsabilité de Laurent Blanc, elle est celle qu'on lui a donnée. En Allemagne, par exemple, il y a la fédération, il y a un manager de l'équipe d'Allemagne. C'est lui qui gère la tenue. Et puis il y a l'entraîneur, sélectionneur, il serait pas occupé de ça. Ouais. C'est le manager et la fédération. On sait pas où est la responsabilité en France. C'est dommage. D'un mot, on va marquer une pause, mais Arash et Stéphane, est-ce que après les événements d'Afrique du Sud, vous avez connu une baisse de fréquentation, une baisse d'appétit pour votre club sincèrement, est-ce que ça s'est produit à Courbevoie, donc en région parisienne? Lorsque la France a gagné la Coupe du Monde en 98, nous avions 2 millions de licenciés en France. Ouais. Après les événements d'Afrique du Sud, nous sommes tombés à 1,7, 1,6 millions. Mais chez vous, à Courbevoie? À Courbevoie, on avait à peu près 900 000 à peu près licenciés, on est tombé à 700, 600. On se stabilise aujourd'hui à 800. Et mais je peux vous dire une chose. La rentrée? Je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous les amateurs, en France, on est à peu près 20 000 clubs. Il y a quasiment en district une baisse globale parce que justement les jeunes ne sont plus dans le rêve avec ces joueurs professionnels. Stéphane, moi je dirais qu'au-delà de la désaffection des joueurs, c'est vrai qu'on constate des baisses d'inscriptions, mais on a surtout une baisse d'intérêt des dirigeants de football qui finalement se désinvestissent de la gestion de club parce que l'exemple ne leur permet pas de s'investir au niveau du bénévolat et de l'engagement des adultes dans les clubs. C'est fondamental ce qu'il dit là en fait. En moyenne il y a 15 à peu près indicateurs par club de foot. Moi-même, je me suis investi bénévolement. Faut vraiment comprendre que les gens qui s'investissent dans un club de foot sont des bénévoles et qui surtout attrapent cette violence tous les dimanches. Parce que je peux vous dire qu'aller jouer dans une cité où vous allez à l'extérieur et que tout le monde vous crache dessus, vous insulte, et que vous jouez dans des conditions alors que logiquement le football c'est un plaisir. Courbevoie, c'est donc dans les Hauts-de-Seine. C'est dans les Hauts-de-Seine, mais lorsque vous allez par exemple, on a fait un match par exemple contre Colombes, je peux vous dire dans des conditions catastrophiques, on a perdu 3-2, mais tout était fait, même l'arbitre avait peur. Et pourtant j'ai du respect pour mes amis de Colombes, mais les conditions étaient compliquées. C'est un problème de société qu'il faut prendre dans sa globalité. On va marquer une pause et puis Guiraud aura quelque chose à dire, mais on parlait tout à l'heure de Zidane, de 2006. J'ai envie qu'on en reparle parce que depuis samedi soir, des gens disent que tout a commencé là, lorsque l'on a toléré ce qu'a fait Zinedine Zidane. À tout de suite dans le Club Euro. Le Club Euro 2012 sur Europe 1. Laurent Guimier. À 20h24 sur Europe 1, nous continuons à parler de cette exemplarité oubliée peut-être par les grands joueurs qui composent l'équipe de France. On s'est livré avec Loïc Vimard, Marie Guida et toute l'équipe du Club Euro à une petite compilation d'archives des hauts faits d'armes de l'équipe de France depuis 2006. Ça dure 3 minutes. Écoutez, alors ça va pas plaire forcément aux grands supporters de l'équipe de France qui les aiment et qui les aimeront par-dessus tout, mais écoutez, depuis 6 ans, c'est assez gratiné. Il y a eu un coup là sans doute parce que c'est Zidane. Quand c'est Zidane en général il y a... Oh là 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 ce qu'il a fait Zidane. Je peux pas regretter mon geste parce que regretter mon geste ça voudrait dire qu'il avait raison de dire tout ça. Je peux pas.
je peux pas dire ça. Ah ben c'est pas... Oh là là, c'est incroyable, il faut le raconter, hein. Coup de là, tête. si le juge de ligne l'a vu, il est dehors de suite, hein, Zidane. Guy, d'accord. Il a mis un coup de tête. Il faut voir avant ce qu'il y a eu. Ouais, mais on peut pas accepter ça, Guy. Hein, là. Ouais. Parce que c'est vrai que ça a été vu par 2-3 milliards de téléspectateurs et des millions d'enfants qui ont regardé ça, forcément. Auprès de eux, je m'en excuse et je le dis haut et fort. Oh là 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 là. Ah là là, ça se finit mal, ça se finit mal. Ça se finit mal. C'est pas possible. Ça se finit mal. Oh, c'est triste. C'est la sortie de Zizou, Guy. On est en train d'assister en direct. Oui, Yama, comme je disais tout à l'heure à vos collègues et notamment les collègues hollandais, difficile à accepter. Donc voilà, c'est vrai que c'est dur. Je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe irlandaise qui a joué un match extraordinaire, même si je sais qu'à l'aller, quand je disais que c'était une bonne équipe, les gens ne le croyaient pas. On est des hommes. Il s'est passé quelque chose dans le vestiaire. Je ne vais pas répéter exactement les mots, mais de ce que j'ai vu, ce qui a été mis dans la presse, c'est pas exactement cela. Je ne peux que constater, comme vous, cher Jean-François Lamour, le désastre. Le désastre. Avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. Nous, on est dans l'espoir. On n'est pas dans l'échec, on se dit il y a encore un match, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à jouer. Moi je considère, et c'est mon rôle, c'est ma responsabilité, que ça a dépassé en ce qui concerne les termes, ce qu'on peut entendre dans un vestiaire. C'est tout. L'équipe de France n'est plus une équipe, c'est une pétaudière, une cocotte minute capable de réexploser à tout moment. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Quelques minutes seulement après l'élimination contre l'Espagne, Samir Nasri a encore fait des siennes. Le milieu de terrain français, qui avait fêté son but contre l'Angleterre en insultant un journaliste dans les tribunes, a récidivé hier. À un confrère qui lui demandait simplement une réaction, le meneur de jeu des Bleus a répondu par des insultes. Une scène et une violence verbale inhabituelle et surréaliste. J'allais pas faire un détour, sinon si j'avais salué Laurent Blanc, je serais parti voir Olive qui m'a remplacé. C'est des petits trucs qui arrivent, et puis j'en parlerai plus tard peut-être. Ah non, mais cette équipe de France ne va pas. C'est voilà. pas possible. Alors là, on a bouclé la boucle, hein, puisqu'on revient à ce qui s'est passé samedi soir. Alors au-delà de l'effet grossissant, de loupe grossissant des extraits qu'on sort, quand on dit finalement les ennuis commencent avec ce coup de boule de Zidane, Stéphane Truchy, vous en pensez quoi? Je pense que c'est vrai. Il y a indiscutablement à ce moment-là une rupture, mais elle n'est pas la même que celle qu'on a connue 4 ans plus tard. Oui, Anaïs. C'est tout à fait différent. C'est un comportement individuel d'un joueur qui est dans son dernier match, dont on connaissait aussi quelques comportements très électriques. Qui a été accepté quand même jusqu'au plus haut de l'État. Où il a souvent été expulsé. On a été compréhensif. Il a toujours pété un câble. Il a très souvent, on oublie, hein, mais il est souvent sorti. Vous ne pensez pas que ça a un effet après sur le C'est pas le même effet. Ça commence, c'est un premier incident notoire, mais c'est probablement pas là que se passe la vraie cassure comportementale. David, tu n'es pas d'accord? Je suis pas du tout d'accord. J'ai le souvenir d'un excellent essai qui est sorti à la même période d'Olivier Pourriol qui s'appelait Le mauvais geste en football. Et Olivier Pourriol, qui est philosophe, revenait sur une série de mauvais gestes qui avaient marqué l'histoire du football. Et le geste, disons, incivique en football, il est constitutif de ce sport. C'est pour ça qu'on vibre, c'est pour ça qu'on aime, qu'on déteste et qu'on est traumatisé. Si aujourd'hui, tous les mauvais gestes des joueurs de l'équipe de France sont analysés comme tels et sont considérés comme ayant des conséquences dévastatrices et désastreuses, c'est aussi parce qu'on n'a pas retrouvé le niveau de 98 et que donc chaque mauvais geste qui vient sur le terrain dans des compétitions internationales est considéré comme une longue descente aux enfers et qu'on fera toujours moins bien. Arrage en marche du club de Courbevoie. Moi, je nuancerai légèrement par rapport à ce que dit David Abika, mais même s'il a raison là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un tel stade de niveau d'exaspération en matière de violence. Je rappelle que, sans vouloir extrapoler, on a eu quand même des émeutes de banlieue en 2005 et d'autres. On vit quand même dans un taux de violence, d'agressivité en matière verbale, physique et autres. On a l'impression que la cité française vit quand même dans une période assez tragique où on monte tout en épingle et qu'on manque quasiment de sérénité. J'ai l'impression que depuis 2006, depuis l'Afrique du Sud, on n'a pas eu ce vrai débat de fond. J'en parlais avec les dirigeants de Courbevoie, Cardao Sylvain, qui me disaient la même chose, qui s'occupent eux des tout petits. Ils me disaient depuis 2006, on comprend pas où sont les stars qui nous sont des modèles. La descente du bus, pour moi, reste quand même
à mon sens, l'élément clé de le point cardinal de l'inadmissible. Stéphane Truchy. Moi, je pense qu'il faut faire une différence entre un pétage de câble et un comportement collectif. C'est pas la même chose. Dans un cas, c'est un individu qui, dans une circonstance donnée, explose. Dans l'autre cas, c'est un groupe qui se comporte complètement à côté de ce qu'on attend de lui. C'est pas comparable. Au point que en jouant une finale de Coupe du Monde. Au point que le responsable technique de l'équipe de France avait quitté le terrain. Non mais très brièvement, il y a un problème en France qui dépasse le sport, qui est un problème d'exemplarité. Tant qu'on ne parlera pas du problème de l'exemplarité de nos élites en général, on pourra toujours taper sur les footballeurs, ça me fait doucement rigoler. Parlons un jour de l'exemplarité en politique, parlons un jour de toute l'exemplarité des élites, et on verra que c'est là que ça commence. Parce que le premier qui absout Zinedine Zidane, c'est le président de la République de l'époque. Ne l'oubliez pas, il s'appelait Jacques Chirac. Lise, beaucoup de réactions et des auditeurs nous appellent, on les prendra en ligne après le flash de Dominique Bresson. Oui, des gens qui réagissent à ce qu'on dit. René, c'est hélas un reflet de la société. Étant entraîneur amateur, tous les dimanches, il y a des embrouilles entre joueurs ou envers l'arbitre. C'est fatigant. Et malgré des discours de sagesse, etc., le caractère est plus fort que l'écoute de l'éducateur. Et puis il y a Steve qui rappelle quand même que c'est aussi le rôle du sélectionneur. Car le message est lancé, il parle de Nasri, le message est lancé catastrophique. Vas-y, insulte, fais n'importe quoi. C'est pas grave, tu vas quand même jouer, grosse erreur. Alors on continue à parler de tout ça avec vous, les auditeurs. Vous êtes très nombreux à nous appeler. Et puis avec Pascal Normand également qui est en Ukraine et qui lui a vécu les 6 dernières années au plus près de l'équipe de France. Il nous donnera son avis. Mais tout de suite, un regard sur l'actualité de 7 € parce que il y a encore des joueurs qui jouent. Et c'est avec Monsieur Bressot. Europe 1, le Flash Euro 2012. Dominique Bressot. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tous. On se console comme on peut. Le football français sera bien présent en demi-finale de l'Euro. Grâce à un arbitre, c'est Monsieur Lannoy. Oui, Cocorico, Monsieur Lannoy, en effet, a été désigné pour diriger la demi-finale qui opposera jeudi à Varsovie l'Allemagne à l'Italie. Alors bien sûr, l'élimination des Bleus dès les quarts de finale lui a été profitable, mais cet homme de 42 ans, né à Boulogne-sur-Mer, est aussi récompensé pour son arbitrage irréprochable lors des 2 matchs du premier tour où il a officié, Allemagne-Portugal et Grèce-République tchèque. Dès la première rencontre, Monsieur Lannoy s'était fait remarquer par une décision justifiée de ne pas accorder de but au Portugal, dont une frappe avait rebondi sur la ligne allemande. Stéphane Lannoy est le seul Français à figurer dans la catégorie élite de l'UEFA et sa désignation est une bonne nouvelle pour l'arbitrage tricolore, souvent contesté et qui n'était pas représenté au plus haut niveau à l'Euro 2008. Quant à l'autre demi-finale qui se déroulera mercredi entre le Portugal et l'Espagne, elle a été confiée à un arbitre turc, Monsieur Cüneyt Çakır. Il est d'Istanbul, il a 35 ans, arbitre international depuis 9 ans, mais professionnel depuis 2 ans seulement. Cette année, il a notamment dirigé la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Barça et Chelsea, ainsi que les matchs Ukraine-Suède et Italie-Irlande pendant la phase de poule de cet Euro. Et puis on demandera son avis à Bruno Derrien, notre arbitre, dans quelques secondes, juste après ton flash Dominique. Éliminé par l'Italie au tir au but, l'équipe d'Angleterre rentre à la maison, mais la tête haute. Le pays peut être fier de nous, estime le sélectionneur anglais, certain qu'à l'avenir, son équipe va se faire une place parmi les meilleurs, c'est juste une question de temps. Sur l'élimination dans l'épreuve des tirs au but, il n'a pas de regret. À ce stade-là, c'est une histoire de chance, dit-il. Je ne peux pas blâmer mes joueurs. À la fin, ils n'avaient plus de jus. Cette épreuve des tirs au but a encore été fatale à l'Angleterre. Depuis le Mondial 90, elle présente un bilan désastreux dans cet exercice. Avec une seule victoire pour 6 défaites, la victoire mérite d'être cochée sur les tablettes. C'était en quart de finale de l'Euro 96 face à l'Espagne. Hier soir, les Anglais avaient pourtant pris l'avantage après l'échec du tireur italien Montovillo. Le gardien Joe Hart se trouvait en pleine confiance et à 25 ans, il a voulu faire de la provocation face à un vieux briscard Andrea Pirlo à qui il a tiré la langue. Mais à 33 ans, le joueur de la Juventus de Turin en a vu d'autres et il a humilié son jeune adversaire par une panenka. Cette méthode particulière qui consiste à ne pas tirer en force un penalty. Le gardien anglais a payé là son manque d'expérience, mais à l'heure du bilan, l'Angleterre laissera quand même une bonne impression grâce au travail de son nouveau sélectionneur, nommé seulement le 1er mai, Roy Hodgson, technicien discret qui a fait une bonne partie de sa carrière à l'étranger et dans des clubs anglais du milieu de tableau, à l'exception de Liverpool, ce qui lui vaudra dans la presse britannique le surnom de Monsieur Moyen. Mr. Middle, c'est non comment on dit, je sais pas. Bon, Mr. Middle, voilà. L'ancienne vedette du football portugais, Eusebio. Vous connaissez Eusebio? Vient d'être
hospitalisé en Pologne. Eusebio se trouvait dans l'hôtel de la sélection du Portugal qu'il était venu encourager pour son quart de finale contre la République tchèque. Il a été pris d'un léger malaise, mais les examens qu'il a subis à l'hôpital sont plutôt rassurants. Les médecins lui conseillent toutefois de rentrer en début de semaine au Portugal et de ne pas rester jusqu'à mercredi pour la demi-finale contre l'Espagne, qui aura lieu de surcroît dans la fournaise de Donetsk. La canicule qui règne en Ukraine n'est pas compatible avec l'état de santé d'Eusebio, qui à 70 ans souffre d'hypertension. Et en début d'année, il avait dû d'ailleurs être hospitalisé à 3 reprises. L'ancien international portugais, originaire du Mozambique, s'était illustré sous les couleurs du Benfica de Lisbonne, avec qui il a remporté la Coupe des clubs champions en 1961 et 1962. Surnommé la Panthère Noire, Eusebio avec l'équipe du Portugal avait fini à la 3e place de la Coupe du Monde 1966, disputée en Angleterre. Il avait marqué 9 buts, terminant meilleur buteur de ce mondial, remporté par les Anglais, l'époque des frères Bobby et Jackie Charlton, et du gardien de but Gordon Banks. Et de Bobby Moore. Et de Bobby Moore également. Autre époque. Quelle belle époque. Eh ben oui, cette nostalgie permanente. L'Angleterre 66, c'était sublime. Mieux avant. Non, mais c'était mieux en 66. Et ça sera mieux encore dans 2 heures avec Dominique Bressot, 22h30, match retour du Flash Euro. Merci Dominique, à tout à l'heure. Le Club Euro 2012 sur Europe 1. Laurent Guimier. Avant de continuer à parler avec nos invités, notamment nos dirigeants de clubs et entraîneurs de clubs amateurs et de gamins, de jeunes, pour savoir si ce qui se passe en Ukraine et en Pologne a des répercussions sur le football à la base, on passe un petit coup de fil, comme promis, à Bruno Derrien, notre arbitre. Bonsoir Bruno. Bonsoir Laurent. Alors, cocorico général, un Français arbitrera une demi-finale, on est content. Ah oui, c'est une bonne nouvelle pour l'arbitrage français. Ça met un terme à une période de disette qui durait depuis 18 ans. Le dernier arbitre français à avoir arbitré une demi-finale d'une phase finale de compétition internationale était Joël Quignou en 1994. Et ça nous rajeunit pas quand même, franchement. Si mes souvenirs sont bons, c'était Italie-Bulgarie. Voilà, donc c'est le successeur de Joël Quignou. Enfin, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, il faut le féliciter parce que il avait fait 2 matchs du premier tour, Portugal contre l'Allemagne. Et il y avait une très bonne décision de son arbitre de surface sur la frappe de Pépé qu'il n'avait pas franchi. C'était un Français aussi, qui s'appelle Rudy Buquet. Et puis il avait fait un second match, je crois que c'était Grèce contre la République tchèque. Et donc ces 2 matchs étaient bien passés. Bon, faut dire aussi que le malheur des uns faisant le bonheur des autres, le retour dans leur foyer de Kassai, l'arbitre hongrois qui était un peu donné comme favori pour diriger au moins une demi-finale, voire même la finale. Et puis le retour des Bleus aussi, sans doute. Le retour des Bleus, puis le départ aussi de M. Stark, lui a aussi ouvert la voie. S'il est désigné, c'est qu'il a... Et c'est une marque de confiance et qu'il a de vraies qualités qui ont été reconnues par l'UEFA. D'un mot, un Français un Français qui arbitre les Italiens en demi-finale, c'est sympa, non? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Italiens? Non, il n'y a pas de souci entre les Français et les Italiens, jamais. En tout cas, il est désigné. Je pense pas que les Italiens puissent demander son retrait. Non, il va bien arbitrer le match. Et voilà, on va regarder ça de près. Eh ben, merci Bruno. Et puis on souhaite bon courage à Monsieur Lannoy, l'honneur de l'arbitrage français qui fait retrouver à l'arbitrage français les sommets. Dans cette soirée un peu morose que l'on vit, on voulait faire un petit cocorico. C'est bien. Je sais bien les petits cocorico. C'est vraiment mini cocorico. Là, il est pas mal quand même ce cocorico. Oui. Bon allez, on continue à parler de l'exemplarité oubliée de nos joueurs français. David veut tout de suite réagir. Juste sur ce qui se passe en coulisses avec Guy, on vient de se parler, on a regardé les écrans qui sont dans notre studio. Il y a un match de basket féminin et sans doute américain en ce moment. Et on a vu une scène tout à fait étonnante avec Guy. À un moment donné, le match s'est interrompu. Le coach est allé causer avec les joueuses et les joueuses étaient recueillies quand leur coach leur parlait. On a eu le sentiment d'avoir un prêtre qui parlait à ses disciples. C'était étonnant et puisqu'il est question de discipline et d'exemplarité, c'est pas perdu pour tous les sports. Arrache, devant Marche, club de Courbevoie, en région parisienne. Je voudrais vraiment vous remercier parce qu'autour de ce plateau, moi j'ai quelqu'un que j'ai admiré quand j'étais petit et que je me suis mis dans le bénévolat du football grâce à ce monsieur, c'est monsieur Guiraud. Vous aviez des jeunes qui étaient certainement très très perturbateurs, et ça j'imagine. Et je me rappellerai toujours la façon dont vous vous faisiez respecter par les joueurs et par les spectateurs et même par les amoureux du football. Il manque des gens comme vous, monsieur Guiraud. Et
Vraiment, en France, on manque de gens comme vous, qui soient des repères. Peut-être que vous devrez peut-être plus vous exprimer là-dessus. Oh, ben il le fait. Ici, dans les façons beaucoup. Mais par rapport à cette génération, Monsieur Guiraud, pour leur parler directement, je sais pas. Vous me prêtez des qualités sans doute que je n'ai pas et vous faites des éloges non mérités. Enfin, moi, je sais qu'ils sont pas mérités. Puis quand je vais avoir parlé, vous allez peut-être regretter d'avoir dit ça. Oui, parce que Giroud de Saint-Victor n'était pas totalement sur cette ligne. Hein. Non. D'abord, un peu de manière facétieuse, après le coup de boule de Zidane, le nombre de licenciés a augmenté. Mais parce qu'ils étaient en finale de la Coupe du Monde. Par contre, après Naïsna, il a baissé. Il avait déjà commencé à baisser un peu. Il baisse aussi pour des raisons sociologiques. Moi, je suis grand-père. J'ai un petit garçon de 7 ans. Bon, il a des sœurs qui font d'autres sports. Et pour la famille, c'est difficile de les emmener. Les gens, le samedi, c'est dur l'organisation de aussi de l'école, avec plus d'école le samedi, fait que il y a une grande tranche où les gens s'en vont. Ouais. Et tout ça, ça fait aussi la concurrence de beaucoup d'autres sports qui se sont organisés. C'est un peu le même phénomène que la télévision. Jamais la première chaîne n'aura autant d'auditeurs qu'elle en a eu. Maintenant, il y a plein de chaînes. Une infinité de chaînes. Mais répondez à Arrache sur le civisme. Sur comment on parle aux jeunes et comment on parle à ces joueurs. Moi, je pense, je pourrais dire souple dur. Pour quelqu'un comme Cissé que vous avez... Souple dur. Alors, faut parler aux jeunes souple dur. C'est quoi souple dur? Souple dur, au moment où Monsieur Davenas arrive, qui sera notre invité après 21h. Voilà, l'un des plus grands dirigeants de football français et du droit français. Alors, je suis un peu gêné de parler devant lui, impressionné, dirons-nous. Souple dur. Oui. Souple dur. Je pense que la première qualité d'un éducateur, c'est d'aimer. Si vous n'aimez pas les jeunes, ou les autres hommes d'ailleurs, ou femmes, à qui vous avez affaire, c'est même pas la peine d'essayer d'avoir une influence sur eux. Donc la première chose, c'est de les aimer. Alors pour ça vient du cœur, on a ou on n'a pas. Après, faut être juste, faut éviter les injustices à tout prix, parce que les injustices chez les jeunes révoltent beaucoup plus que chez les adultes qui sont un peu vaccinés. Et puis après ça, eh bien, il faut être toujours présent. Il faut trancher quand il le faut. Hein, voilà, et puis de temps en temps, faut taper. D'un mot, Stéphane Truchy, puis on marque une pause. Juste pour dire qu'aujourd'hui, le rôle de l'éducateur, il a beaucoup changé. C'est pas que du football. Il faut qu'on prenne la place de beaucoup de choses qui échappent dans l'éducation des jeunes. Le rôle des parents, l'autorité à l'école. On a aujourd'hui véritablement un rôle qui est beaucoup plus large. C'est plus compliqué. Et du coup, c'est plus vraiment un territoire qui se limite au football. Ça reste compliqué et c'est peut-être encore plus compliqué. Stéphane Truchy, Arrache de Rambarche, vous restez avec nous. On parle encore pendant quelques minutes de cette exemplarité perdue peut-être des Bleus. Est-ce que cela peut avoir comme conséquence pour vous, les dirigeants et les entraîneurs des petits clubs et des clubs amateurs et des clubs d'enfants? C'est tout de suite dans le Club Euro. Europe 1, le Club Euro 2012. Laurent Guimier. À 20h44 sur Europe 1, on continue à parler des 7 péchés capitaux de cette équipe de France. Émission spéciale pendant 3 heures. Tiens, tout à l'heure, juste après 21h, je vous demanderai, mais ne trichez pas. Hein. C'est quoi les 7 péchés capitaux? Parce que c'est très compliqué. Comme ça, on les a en tête. On dit, Giroud, les 7 péchés capitaux. Oh, moi, je les connais pas tous. Hein. Alors, je vais dire la gourmandise. La gourmandise, c'est bon. La jalousie, l'envie, la colère. L'avarice. Paresse. Non, vous n'avez pas tout. Luxure. Vous n'avez pas tout. La luxure. Vous n'avez pas tout. La luxure. Allez, je vous le dirai tout à l'heure, juste avant 21h, parce qu'on va pas tenir. On va continuer cette conversation parce que vous êtes très nombreux à nous appeler. James, notamment, qui a 25 ans, nous appelle au 3921. Bonsoir, James. Oui, bonsoir. Bonsoir James. Alors, est-ce que vous partagez l'idée que l'on entend depuis tout à l'heure de ces Bleus qui se comportent tellement mal que ça a des répercussions dans les clubs? Je ne sais pas si vous pratiquez le football dans un club amateur, par exemple. Écoutez, notamment, déjà, je voudrais saluer toute l'équipe, notamment Giroud, qui est une personne que je respecte énormément pour son travail, sa carrière. Ce que je voulais réagir par rapport à ça, c'est que, comme on a vu le cas de certains joueurs en particulier, qui ne sont pas vraiment respectés dans leur club, qui ne sont pas titulaires indiscutables dans leur club, et qui se permettent en sélection nationale d'avoir un ego surdimensionné.
et de faire parler d'eux. Vous pensez à qui là? Je pense à Samir Nasri. Samir Nasri qui est, comme vous l'avez certainement lu dans les journaux, on en parle beaucoup, qui est peut-être transférable de Manchester City alors qu'ils ont eu le titre. Donc voilà, en équipe de France, pour ne citer que lui, il se croit titulaire indiscutable et on le laisse faire un peu ce qu'il veut. Et ce que je remarque par rapport à tout à l'heure, vous parliez de la génération 98, c'est qu'en 98, on avait une certaine, pas une fraternité, mais une certaine amitié entre les joueurs. Ils étaient peut-être pas tous amis, mais il y avait un certain respect entre eux. Et les adversaires respectaient aussi cette équipe par rapport à ça. Ouais, merci James. Alors il y a deux choses dans ce que vous dites. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, le talent, le génie qui parfois réussissent à effacer les mauvais comportements. Je reviens parce que Nasri, c'est en gros ce que dit James. Déjà qu'il soit titulaire indiscutable dans son club, ça serait bien. Et donc il est encore plus insupportable pour des supporters de voir Nasri se comporter comme ça en équipe de France parce qu'il n'est pas totalement non plus indiscutable dans son club. Giroud. Je voudrais quand même relativiser un peu certaines choses. 3 jours avant le match où Nasri a eu il y avait 3 colonnes ou 4 colonnes dans l'équipe, adressées aux joueurs de l'équipe de France, et le titre énorme, c'était « Fermez-la ». Alors quand Nasri, 3 jours après, met ses 2 doigts devant la bouche, ce qui veut dire la même chose, après on lit sur les lèvres, ça je voudrais une preuve scientifique, juridique, que lire sur les lèvres ça sert à quelque chose. Je ne sais pas si l'ADN marchera en l'occurrence, on en parlera avec Monsieur Davnas tout à l'heure. Ça sert à lire sur les lèvres des gens quand ils sont loin. Ouais. Bon, enfin bref. Il a quand même tué personne. C'est pas un... Ah non, mais si on va par là, personne n'a tué personne, jamais. Non, alors, et la deuxième chose que relatait James, c'était l'entente, la cohésion, sinon l'amitié entre ces joueurs que l'on percevait en 98, alors que l'on percevait, on n'était pas plus proche du groupe qu'on ne l'est aujourd'hui, mais que l'on percevait et qui en gros nous faisait plaisir parce qu'on se disait tiens là il y a une vraie équipe à Rage-de-Rembarche. Moi en 98, j'avais 18 ans, j'étais fier d'être français ce jour-là et il y avait une cohésion nationale, sportive et humaine. Mais vous parlez de la victoire. Vous parlez de la victoire, oui, mais même avant, l'équipe était. Non, mais la victoire. Non, mais je termine juste. L'équipe s'est construite 2 ans avant, en 96, avec l'Euro, où on avait perdu en demi-finale contre les Tchèques. Mais si vous voulez, pour moi, l'aboutissement, la vraie cohésion, elle est en 98, même au début, même quand on joue contre l'Afrique du Sud. Si vous voulez, la cohésion, elle se fait parce que justement, tous les joueurs se respectent, parce qu'il y a un respect mutuel. Il y avait des joueurs qui étaient pas très bons, qui étaient même très contestés. Je pense à Dugarry notamment, et pourtant, Dugarry n'était pas aussi décrié que ça au sein même du groupe. Là, le problème, c'est que je vous donne juste une image. Vous avez Mexès qui rentre, Maoluda qui sort, il ne se tape même pas dans les mains. C'est ça le manque de respect qu'il y a dans cette équipe. Et ça a un impact non négligeable au sein même des petits jeunes qui voient ça. Stéphane Truchy. Il faut pas oublier qu'on est plus du tout dans les mêmes pratiques relationnelles. On est aujourd'hui dans une époque où on est dans des comportements individualistes. Enfin, c'était il y a même pas 15 ans, Stéphane Truchy. Oui, mais là, ça a changé récent, comme ça. C'est récent, ça a changé à 10 ans. Oui, aujourd'hui, c'est l'iPad c'est le casque sur les oreilles, c'est le téléphone portable. On parle sur les réseaux sociaux. On parle sur les réseaux sociaux. On ne s'exprime plus collectivement. Il y a plus d'enjeu collectif. On est dans une société individualiste et le footballeur, quand il est en plus sous le feu des projecteurs comme ça, il exacerbe complètement cet individualisme. Mais à l'envers. Oui, mais alors d'accord, mais enfin c'est pas pourquoi les Italiens, les Espagnols, les Allemands arrivent quand même à donner l'impression qu'ils sont une équipe homogène, cohérente. Ils ont autant d'iPad et de réseaux sociaux que nous, les Français. Mais tu as raison. Grégory Coupé a dit dans l'équipe quelque chose de très intéressant. Ça, on en parlera tout à l'heure de cette exception française. Il a dit Grégory Coupé, c'est dingue que même avec 26 victoires ou 26, parle dans le micro, David. Pardon, 26 fois invaincu, l'équipe de France n'ait pas réussi à créer un collectif et une cohésion. Même avant les 23 ou 26 victoires qui précédaient cet Euro. Et là encore, ça questionne parce qu'on a toujours dit, c'est la gagne qui fait la cohésion d'une équipe. Plus elle gagne, plus elle est contente d'être ensemble et plus elle avance. Et là, même invaincu 26 fois. On y a cru quand même. Ça n'a quand pas. Ils sont allés gagner en Allemagne il y a 3 mois, on s'est dit, ça y est. Là, il y a une équipe, c'est chouette, ils y sont, c'est bon. Je crois que c'est John Terry qui a eu un très très gros problème de racisme dans l'équipe anglaise. Il y a des problèmes dans toutes les équipes. Gianni Buffon, juste avant, on a parlé d'un énorme problème concernant faut pas faire comme si il y a que les Français qui avaient des emmerdes. Donc je maintiens qu'on est exactement comme le dit Monsieur Truchy dans une économie mondiale qui a complètement changé. Je parle pas d'économie, dans une économie du football avec des relations sociales entre les hommes qui ont complètement changé, que toutes les équipes ont ce genre de soucis et qu'après on les gère plus ou moins bien. Et qu'en matière de gestion, et là je me retourne vers coach David, nous sommes des brels absolus.
Allez, Arrache, et puis justement, coach David prendra la parole, parce qu'il va bosser un petit peu ce soir. Ça suffit, oui. Coach David, Arrache de Randarche. La réalité, c'est que au niveau de la FFF, donc je m'adresse là à Noël Legrette et à l'attention du football amateur de la Ligue, c'est Monsieur Thiriez. Il faut qu'il soit beaucoup plus à l'écoute des jeunes dirigeants et des éducateurs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fossé qui s'est creusé entre les amateurs et les professionnels, et que ces jeunes-là, je vous rappelle qu'on parle de jeunes qui ont en moyenne 25 ans. Ils sont tous à 300 000 €. Ils sont tous avec des Ferrari, donc ils sont complètement dénaturés intellectuellement. Et ça, on va en parler après 21h de la formation. Je vous rappelle juste lorsqu'on parle de Ben Arfa, son papa, par exemple, l'année dernière, avait fait un appel dans l'équipe ou dans le Parisien pour dire on a volé mon fils. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui n'ont plus du tout, ils sont plus du tout en phase par rapport à la réalité. Juste une petite chose pour dire qu'en Allemagne, il y a aujourd'hui un code de conduite qui a été établi avec une charte des joueurs qui est respectée. Il n'y a pas ça en France. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles. Il y a quelque chose me dit qu'on va y arriver. En Allemagne, le civisme est enseigné. Quand il n'y a pas d'autorité, on le paye en retour. Donc c'est ça qu'on constate aujourd'hui. Allez, on marque une pause et puis coach David va entrer en action. Merci beaucoup à James qui nous a appelé et qui gagne pour l'occasion un ballon offert par notre partenaire Gosport. J'en voudrais un aussi. Mais les ballons comme ça, moi je les distribue quand je veux. Voilà, c'est le domaine réservé de Laurent Guimier, c'est d'offrir un ballon quand il le veut. Allez, on marque une pause. Et coach David nous parlera du changement dans les entreprises et du changement dans l'équipe, parce que justement l'équipe, le journal disait ce matin, le changement c'est maintenant. Quand on perd, il faut changer. Dans les entreprises, c'est souvent comme ça. Faut-il faire ça en équipe de France? C'est ce que coach David va nous apprendre. Dans une seconde, c'est le Club Euro. À tout de suite. Le Club Euro 2012 sur Europe 1. Laurent Guimier. Alors Giroud parle, mais c'est ça, comme ça, il y a des publicités. Si vous étiez là, vous apprendriez énormément de choses. On apprend plein de mais trucs des choses qu'on ne peut pas dire à l'antenne. Ah mais non, on peut pas, mais c'est le principe du Club Euro. Nous, on apprend un max pendant les pauses de pub. Je pense qu'il se passe des trucs. Je pense qu'on éditera les off du Club Euro. On va éditer tous ces off. Voilà, je sais pas si on aura le droit de les éditer, mais on en parlera avec des éditeurs. C'est un peu limite. On peut croiser des éditeurs dans la vie. David Abiker, coach David à 9h-5 presque sur Europe 1, 20h55 pardon. C'est l'heure de ta chronique RH et football. Alors je le disais, dans une entreprise, quand il y a une contre-performance, on change le patron, on vire le manager. Bah oui, on a eu l'idée en lisant l'équipe ce matin, le changement c'est maintenant, et paradoxalement, cette expression qu'on croit venir de la politique, parce que c'est le slogan de campagne de François Hollande, qui en avait piqué une partie à François Mitterrand pour changer la vie. Entre-temps, entre le foot d'aujourd'hui, la politique au milieu, il y a la conduite du changement, ce qu'on appelle la conduite du changement dans les entreprises, qui est devenu un mot valise en 20 ou 30 ans, mot valise qui consiste à dire, puisque l'environnement bouge, il y a la mondialisation. Puisque les clients zappent, il y a le caprice du client. Puisque les actionnaires bougent aussi, que les modes de management bougent, eh bien le changement va devenir une espèce de religion dans les entreprises. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'une entreprise connaît un échec financier, commercial, qui n'est pas forcément préjudiciable pour la vie de l'entreprise, on dit il faut conduire le changement, il faut virer le patron. Alors le changement, ça se manifeste par quoi? Des changements de stratégie, des changements de produits ou des changements d'hommes. Et là, c'est là qu'il y a une véritable course à l'échalote que se livre le monde de l'entreprise et le monde du football. C'est que dans le football, à chaque fois maintenant que il y a le mercato, à chaque fois qu'il y a des échecs, très vite en demi-saison, au bout d'une saison, on dit il faut virer le patron du club et on va le remplacer. Il faut virer l'homme. En général, c'est l'entraîneur quand j'en suis pas le président. Et le changement se manifeste aussi par la certitude que dans le mercato, une bonne croissance externe avec des acquisitions de joueurs, on en achète un ou deux très chers, ça va changer complètement l'ADN du club et résultat, on va repartir avec des résultats. Mais là, ce matin, ce que dit l'équipe, c'est il faut changer aussi des hommes. On a perdu, il faut changer. Alors ils disent le changement c'est maintenant, et sur la une vous avez Laurent Blanc, vous avez Nasri, et puis au milieu vous avez Johan Cabaye. Et vous, lui il veut pas changer. Il y a cette idée selon laquelle si on change un certain nombre de membres de l'équipe, ça ira mieux. Parce que juste parce qu'on a changé. Oui, c'est ça et qui moi est je dis que c'est faux. Et juste parce qu'on a changé, et ce qui le démontre, c'est les 35 minutes ou 40 minutes de discussion qu'on vient d'avoir. On sait très bien que le problème n'est pas à l'extérieur, même s'il y a un problème d'exemplarité à l'extérieur. De la même façon que l'échec de certaines entreprises, il peut venir de l'intérieur, de leur manque d'intuition, de leur manque de compétences. Donc
pas de changement, selon moi. Ce qu'il faut changer, c'est la mentalité des joueurs qui ont beaucoup de talent et qui doivent se réinventer et réinventer David, une discipline. Changer pour changer, ça ne change rien. Changer pour changer, c'est horrible. C'est le pire. Guy, c'est le pire. Guy, coach, Guy Oui, Roux. alors, quand vous parliez des entreprises, les grands patrons des grandes entreprises, c'est le jour où ils font fortune. Le jour où ils sont virés, c'est le jour où ils font fortune. Bien sûr. D'accord. Grâce au parachute. Ah, les parachutes. Pas oublier Grâce de le au dire. parachute. Voilà. Bon, alors pour le reste, les changements d'entraîneur après 2 défaites ou 3 défaites, c'est pas nouveau. En 1950, dans le championnat de France, moi j'étais secrétaire général du syndicat des entraîneurs 23 ans ou président. Et vous ralliez déjà. Donc j'avais étudié Toujours ça. râler. Ça commençait avant 32, avant le professionnalisme, déjà les équipes qui perdaient changeaient d'entraîneur et il y en avait entre 3 et 10 chaque année. Et Est-ce que ça marchait? Est-ce que c'était mieux? Est-ce Non, que tout le monde s'en portait? mais tout le c'était monde déjà le une sait. erreur. Tout le monde le sait et pourtant on Mais le fait. Rarement un changement d'entraîneur introduit un changement brutal dans la performance de l'équipe. C'est assez rare. C'est une minorité. Ouais. La statistique, nous avons un homme de statistique. Stéphane Truchy. La question, c'est de savoir est-ce qu'il faut changer les hommes ou est-ce qu'il faut que les hommes changent? Ouais, c'est ça. Parce que le vrai problème, Eh c'est oui. qu'il faut que les hommes changent. Si on change pas les hommes, si on change les hommes et que les hommes changent pas, ça va rien changer. Ouais. C'est un problème de comportement. Mais en l'occurrence, c'est un peu ce qu'on disait aussi sur Laurent Blanc. Il est jeune, alors il faut sans doute qu'il change, ou en tout cas qu'il mûrisse, qu'il évolue dans sa façon de diriger l'équipe, s'il reste. De toute façon, ça s'est acté. On lui demandera de changer, Laurent Blanc. Oh bah oui, on parlait de Laurent Blanc, là. Je restais sur les entraîneurs. Je restais sur le fond. Changer sur ce que vous venez de dire. Peut-être pas changer les cadres, mais changer les jeunes. Enfin, changer la mentalité des jeunes, etc. Est-ce que c'est réclamé par la société? Est-ce qu'on a réclamé à nos 23 joueurs qu'ils soient un exemple pour la nation, pour les jeunes et tout? Non, on leur a réclamé d'aller au moins en quart de finale. Tous les jours, sur tous les tons. On n'a pas dit, on espère que... Alors on a dit, il faudra que ça soit mieux qu'Anaïsna. Bon, on n'arrêtera pas le bus. Mais on n'a pas... Il n'y a pas eu une demande du peuple. Il n'y a pas une demande des médias. Pour revenir sur les sondages, puisque je parlerai de sondages, il y a aujourd'hui une très forte désaffection. En tout cas, elle était avant cet Euro une très forte désaffection des Français pour leur équipe de France. Donc, c'est une façon de réclamer qu'ils changent. Et j'attends de voir ce que donneront les prochains scores de popularité de l'équipe de France après cet Euro. Ça va être pire. Lise, beaucoup de Le réactions. changement n'est pas amorcé. Oui, Florian qui ne comprend pas la non-réaction de la fédération face au comportement de certains joueurs. Et donc pour les changer, il faudrait passer par le porte-monnaie, pense le Cusco. La FFF doit sanctionner les joueurs, les toucher là où ça fait mal, au portefeuille, avec des amendes dissuasives comme en NBA. Alors avant les amendes, il y a les primes. Hein. Doivent-ils toucher les primes? On en a parlé il y a 15 jours. Oui, on Je a pense que commencé cette par histoire ça. de primes, on va finir l'Euro avec. Mais tout à l'heure, Laurent, tu as dit l'équipe de France nous appartient. Eh bien, c'est vrai, mais en même temps, il faut qu'elle s'appartienne à elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous, on impose à cette équipe de France le changement par l'extérieur, par les supporters, par le regard de la presse, par les enjeux financiers. Mais c'est à elle qu'appartient le changement, et le changement est en elle, comme la victoire était en elle en 90. Merci David, bonne soirée. Merci Guy. Merci Stéphane Truchy. Le nom du club. Petits Anges du 7e. Les Petits Anges du 7e RH de Rambarche, Courbevoie. Courbevoie Sport. Et ben voilà, merci messieurs, bon courage à vous pour la rentrée. Merci. Et puis allez, continuez à faire du foot dans les clubs parce que les bénévoles le méritent bien. Il est 21h sur Europe 1.